étant atteint, le conseil municipal va pouvoir se tenir. Comme à l'accoutumée, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole pour compléter les réponses si besoin s'en faisait sentir. En secrétaire de séance, je vous propose de prendre M. Thierry Lemaire, parce qu'il y a des oppositions. Donc, le secrétaire de séance sera Thierry Lemaire. Et puis, on va démarrer sur le conseil municipal par une mauvaise nouvelle. Alors, on va renvoyer la hop. La feuille, s'il veut bien la signer, je corrige. M. Ferreira, présent. Donc, je disais, on va commencer ce conseil municipal par une triste et douloureuse nouvelle. On a appris cette semaine le décès de Mme Martine Dunia, qui avait travaillé 33 ans au service de notre collectivité à la comptabilité. Elle était arrivée en novembre 1983 et elle était partie en retraite en 2016. Elle n'en aura malheureusement pas beaucoup profité. Je vous propose qu'on respecte une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Alors, on va attaquer notre ordre du jour. Et la première délibération, comme traditionnelle, c'est l'adoption du PV du conseil municipal du 24 novembre 2022, vous l'avez tous su dans vos documents dans les pochettes. Je n'ai pas eu de retour avant ce conseil, il y en a plus en séance. Oui, moi, comme pour les conseils précédents, je vais encore m'abstenir parce que le PV il est encore succinct et parcellaire. Bien, merci pour votre intervention. Peut-être d'autres interventions? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, une abstention. Alors, on passe à la délibération numéro 2, c'est la décision modificative sur le budget communal de cette année, et c'est Thierry Lemaire, le rapporteur. Alors, décision modificative numéro 1 du budget communal année 2002, donc cette année il y en a eu... J'ai dit deux fois. Cette année il y en aura eu qu'une seule, encore une fois merci au service en début d'année d'élaborer le budget primitif de la manière la plus fine qui soit. Donc on en arrive à cette décision modificative. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant, vu le budget primitif adopté par délibération du conseil municipal en date du 13 avril 2022, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 1 comme suit. Alors, sont indiquées des variations par rapport au budget primitif. Donc, sur le chapitre 11, plus 536 853 et 68. Chapitre 12, chapitre 14, pas de variation. Chapitre 023, moins 86 623 10. Chapitre 42, moins 55 494 02. Chapitre 65, moins 32 1563 96. Chapitre 66, plus 5272 34. Chapitre 67, pas de variation. Chapitre 68, 4038 84. Donc en dépenses de fonctionnement, la variation totale s'élève à 371 484 78. Au niveau des recettes, chapitre 013 plus 8000, chapitre 40-42, pas de variation, le chapitre 70, moins 25 814 70, chapitre 73, 160 659, chapitre 74, 54 923 29, chapitre 75, 8500,
Chapitre 76, 5,20 €. Chapitre 77, 165 211,99 €. Chapitre 78, pas de variation. Total, à l'équilibre par rapport aux dépenses, à 371 784,78 €. Au niveau des investissements, le chapitre 10, 6 777,84 €. Chapitre 16, 2164,71 €. Chapitre 20, 28 819,13 €. Chapitre 21, moins 869 364,98 €. Chapitre 23, 66 042,67 €. Variation, moins 765 560,63 €. Et au niveau des recettes, chapitre 21, moins 86 623,10 €. Chapitre 024, moins 600 000. Chapitre 040, moins 55 493. Chapitre 10, 24 012,19. Le chapitre 13, moins 47 457,70. 56,70, merci. Et au niveau des recettes d'investissement, donc moins 765 560,63, l'équilibre avec les dépenses d'investissement. Alors, merci Thierry. Est-ce qu'il y a des tours de parole sur cette décision modificative du budget? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Donc 4, donc 5. Y a-t-il des abstentions? Donc, décision modificative adoptée. Merci. On va passer donc à la délibération suivante, c'est le numéro 3, et c'est toujours Thierry Lemierre. Autorisation d'effectuer par anticipation des dépenses d'investissement année budgétaire 2023. Vu l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que la collectivité peut prendre une délibération permettant d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget, conformément aux dispositions de l'article L1612-1 du CGCT. Considérant qu'il est possible, conformément au texte, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 2023 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2022, hors reste à réaliser remboursement de la dette. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2023 avant le vote du budget 2023 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2022, hors reste à réaliser et remboursement de la dette. Merci Thierry. Vous avez le tableau là, qui est affiché, donc qui correspond comment dire, par anticipation à calculer 25% sur les dépenses engagées en 2022, pour un montant total de 182 369,46. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Bon, c'est traditionnel, hein, ça c'est la délibération qu'on prend chaque année. Ça ne veut pas dire qu'on va engager les dépenses, mais ça nous permet de le faire si jamais il y avait besoin de le faire. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. On va passer à la délibération numéro 4. C'est Nathalie Nicolas-Nelson, le rapporteur. Détermination des durées d'amortissement des immobilisations. Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14/M57, vu les articles L.2321-2 alinéa 27 et R.2321-1 du CGCT, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à compter du 1er janvier 2023 les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme suit. Donc, je vous laisse regarder les tableaux des immobilisations incorporelles et corporelles qui se trouvent sur le tableau. Charge l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement du bien à l'intérieur des durées minimales et maximales définies dans le tableau ci-dessus. Décide de fixer à compter du 1er janvier 2023 les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles suivantes. Les frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L.121-7 du Code de l'urbanisme à 10 ans. Les frais d'études et des frais d'insertion sont suivis de réalisation 5 ans. Les frais de recherche et de développement sont 5 ans. Les brevets durée du privilège dont ils bénéficient ou durée effective de leur utilisation si elle est plus brève. Les subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens immobiliers, du matériel mobilier,
du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties aux entreprises, 5 ans. Les subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations, 15 ans. Les subventions d'équipement versées lorsqu'elles financent des projets d'infrastructures d'intérêt national, tels que le logement social, les réseaux très haut débit, 30 ans. Décide que la méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire prorata temporis, les dépréciations étant réparties de manière égale sur la durée de vie du bien. Décide que le seuil d'amortissement des biens de faible valeur est fixé à 1 500 € TTC. Précise que cette norme s'appliquera au budget général et budget annexe du centre médical des sources. Merci Nathalie. Donc bon, c'est consécutif au changement de nomenclature comptable que la DGFiP, les impôts ont mis en place et qui pour nous basculera au 1er janvier de cette année. On était sur un régime M14 pour passer à un régime M57. C'est pour que tous les gens comprennent, c'est un régime comptable qui s'approche un peu plus de la comptabilité privée, puisque la comptabilité publique était quelque chose d'assez compliqué et complexe à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération? Non, on peut passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. On va passer à la délibération numéro 5, et c'est toujours dans le même esprit. C'est Franck Leroux, le rapporteur. Adoption du règlement budgétaire et financier. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la nomenclature budgétaire et comptable M14/M57, considérant que la commune de Saint-Denis est engagée à adopter le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023, considérant que cette démarche nécessite de modifier la conduite et la documentation de certaines procédures internes, considérant que la commune de Saint-Patus souhaite se doter d'un règlement budgétaire et financier, considérant que la rédaction d'un règlement budgétaire et financier a pour premier objectif de rappeler au sein d'un document unique les règles budgétaires, comptables et financières qui s'imposent au quotidien dans la préparation des actes administratifs, considérant que ce document a pour objet de décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaître avec exactitude et se donne pour objectif de les suivre le plus précisément possible, de créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services de la collectivité se sont appropriés, de rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes, de combler les vides juridiques, notamment en matière d'autorisation, d'engagement AE, d'autorisation de programme AP et de crédit de paiement CP. L'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le règlement budgétaire et financier joint en annexe de la présente délibération à partir de l'exercice 2023. Précise que les mises à jour du règlement budgétaire et financier feront l'objet d'une délibération. Merci. Franck, est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération? On peut passer au vote. Alors, si on peut passer au vote, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Pour la partie finance, on va passer la délibération numéro 6, c'est le concours aux associations pour l'année 2022. Le rapporteur, c'est Lisa. Concours aux associations année 2022. Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions, vu l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales établissant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, considérant que les associations sont des partenaires privilégiés complétant l'action publique communale et qu'elles ont besoin de soutien de la commune pour fonctionner. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer aux associations les montants de subventions suivants. Donc vous avez le tableau qui est affiché juste là. Précise que la subvention sera versée à chaque association sous réserve que les conditions d'octroi de celle-ci soient respectées. Merci Lisa. Alors, avant de laisser la parole, Madame Moine, vous m'avez posé une question, je n'ai pas eu le temps de vous y répondre par mail, pour demander
le mode de calcul. Donc il n'a pas bougé, c'est toujours le même. Au départ, pour chaque association, il y a un socle. Donc sport et culture, c'est 800 € de socle. Social, c'est 320 et loisirs, c'est 240. À la suite de ça, par adhérent, vous avez une part par adhérent adulte, nombre d'adultes multiplié par 7. Et après, pour les enfants, nombre d'enfants multiplié par 14. À la suite de ça, vous avez un prorata au pourcentage qui est fait par rapport au nombre de pathusiens. Ensuite, vous avez la déduction des cartes et le rajout du pourcentage des cartes qui ont été faites. Voilà. Donc ça vous donne la colonne, alors, le tableau dans deux parties, voilà, vous avez les deux parties, avec l'ensemble des montants qui seront alloués cette année par association. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, j'aurais aimé qu'on envoie des fichiers Excel justement avec le détail par association, parce que j'aurais aimé pouvoir le reconstituer moi-même, le nombre d'adhérents, le nombre de cartes, etc. Par ailleurs, sur la délibération qu'on doit adopter, on a adopté un nouveau mode de calcul des subventions attribuées aux associations, et vous nous l'aviez présenté de la sorte que ça allait augmenter justement les subventions qu'on allait donner aux associations. Or, aujourd'hui, attendez, laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît. Or, aujourd'hui, on constate que, par exemple, et peut-être que vous pourriez m'apporter des explications, les amis de la JOFR ont 0, Aqua Saint-Pat ont 0, l'atelier de Saint-Patu sont passés de 1200 en 2020 à 896, l'athlétisme également ont une subvention qui baisse, le bridge n'a pas de subvention. Également, l'association des pommiers, mais je pense qu'il n'y a plus d'association où ils n'ont pas fait la demande. Ensuite, il y a la compagnie d'Arc qui baisse aussi d'un tiers de subvention. Il y a le vélo qui reste à peu près stable. Il y a Cadencé également. Baladi qui est à 0. Le football qui se retrouve avec 72 € alors que c'est l'association la plus nombreuse et qui encadre énormément d'enfants sur Saint-Patu et qui mériterait que la commune apporte aussi un soutien financier. Il y a Gym Plus stable, Gym Tonic qui baisse un peu, le handball qui est à 0, le judo qui va être à 968 € mais qui était à 0 l'année dernière et à 1300 en 2020. Le karaté qui est à peu près, qui augmente un petit peu, puisque là on va leur proposer 1338 alors qu'ils étaient à 1185. La voie des champs qui est stable, les amis du foin qui baissent, la pétanque qui se retrouve à 0, le poker à 0, Visport qui baisse un petit peu, Rétromobile Club qui baisse également, le tennis qui se retrouve à 0, le tennis de table à 825 alors qu'avant j'étais à 1000 € et à 1200 € l'année encore d'avant. Le turbine bâton qui reste à peu près stable. Les vieilles pierres qui avaient eu 0 mais cette fois-ci aura une subvention. Les volants pathusiens qui augmentent légèrement de 1000 € à 1200 €. L'UNC qui augmente légèrement de 300 €. L'escrime qui était à 1100 qui passe à 439. Et enfin, Saint-Pat en fête, qui était à 12 000 € en 2020, qui passe à 1 000 € cette année. Si vous pouviez nous donner des explications sur ces évolutions. Alors, Lisa, vas-y. Avec grand plaisir. Alors, les associations qui sont à 0, c'est simplement parce que soit elles n'ont pas donné le dossier, soit elles n'ont pas respecté effectivement le fait des cartes, etc. des adhérents. Ça, c'est la première réponse. Donc, si elles ne donnent pas de dossier de subvention, c'est qu'elles ne valent pas de dossier de subvention, donc elles n'ont pas de subvention. Voilà. Ou alors, nous avons des associations qui ont quitté la commune. Le Bridge, par exemple, ne fait plus partie de la commune de Saint-Patu. Donc, pas de subvention. Ensuite, pour les vieilles pierres, effectivement, on touche une subvention, puisque l'année dernière, ils n'ont pas respecté les règles pour l'obtention de la subvention, donc ils n'ont pas eu de subvention. Cette année, ils respectent les règles pour la demande de subvention, ils ont la subvention. C'est normal, c'est logique. Ensuite, on peut constater effectivement que les associations qui ont respecté la définition pour obtenir leur subvention ont touché soit leur subvention complète, parce qu'ils ont leur subvention complète, soit un bonus, parce qu'ils ont en plus respecté les règles pour les cartes sur l'intégration à la commune. Donc on voit bien que quand on est effectivement en phase avec le calcul, en phase avec les réglementations qu'ils connaissent, parce qu'ils les ont tous, ils touchent leur subvention.
Nous, notre but, c'est d'aider les associations. Et la preuve, c'est qu'on participe aussi à des événements avec des subventions exceptionnelles, notamment par exemple pour les foulées de Saint-Pathu. On participe régulièrement donc par une subvention exceptionnelle. On a également été très contents, et d'ailleurs je voudrais quand même qu'on puisse leur marquer et leur dire félicitations et les applaudir parce qu'ils ont fait quand même quelque chose de très très bien, c'est le Téléthon. Toutes les associations ont participé au Téléthon pratiquement, en tous les cas il y en a une grande majorité. Je voudrais qu'on puisse applaudir l'Escrime et donc Debout avec Mylène pour l'organisation parce qu'ils ont fait un travail fantastique. Ils ont fédéré, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit une très très belle journée. Et je voudrais quand même qu'on puisse les applaudir parce que ça c'est une bonne chose à souligner. Au lieu de les applaudir, je vais compléter ce que dit Lisa, vous mettez en exergue l'association de foot. Juste pour information, le football a 107 adhérents extérieurs. Nous avons eu 4 cartes d'accès reportées par le football. Donc avec une règle de 3 très simple, parce que vous êtes aussi dans les finances, donc vous savez compter. Si on défalque les cartes, comme on l'a dit dans notre règlement, bah, on arrive à une subvention à 0. C'est dommage. Et on leur reverse 72 parce que c'est exactement le delta, les 30% du produit des ventes de ces cartes. mais c'est contradictoire avec votre discours. Au lieu d'applaudir, il faudrait mieux subventionner les associations, parce qu'en 2020, on leur a donné 45 000 €. Aujourd'hui, on va leur donner 21 281 €. Madame, c'est pas ce que j'appelle aider les associations. D'autant plus que là, on ne va pas donner au football, à la pétanque et au tennis. C'est une grosse association. Alors c'est juste pas comparable déjà en nombre d'adhérents. Donc vous comparez des choses qui ne sont pas comparables puisque chaque année les adhérents changent. Il n'y a pas le même nombre d'adhérents, voilà. Vous n'avez pas le même nombre. Donc vous comparez des torchons et des serviettes. Et vous le savez très bien. En fait c'est fait exprès pour mettre juste en exergue. Vous oubliez de parler des 5 associations par exemple qui ont plus que le calcul de leur subvention normale parce qu'elles ont parfaitement joué le jeu des cartes. Est-ce que vous avez un problème avec les règlements ? Quand il y a une règle que toutes les associations connaissent, toutes les associations respectent, il faut respecter les règles, c'est tout. Contre ce règlement, oui, j'ai quelque chose. D'ailleurs, beaucoup d'associations sont d'ailleurs contre. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est pas elle qui décide. La participation, c'est une décision, et on l'a déjà dit dans ce conseil, on va le redire parce que pour une fois il y a un petit peu de public, donc ils vont l'entendre. Cette mise en place des cartes, elle est faite pour faire payer, participer aux gens qui sont extérieurs à la commune et donc qui par leur impôt, puisqu'ils ne payent pas d'impôt sur la commune, ne participent pas à l'entretien des bâtiments, et c'est fait pour protéger les Pathusiens que autre chose. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez tout à fait le droit de ne pas y être, mais il faut redire les choses comme elles sont et correctement dans leur contexte et pas raconter n'importe quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote pour cette délibération? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Délibération numéro 7, et c'est Thierry Médicis. Merci Jean-Benoît. Cession des parcelles cadastrées ZD 75, ZD 81, ZD 92, ZD 93 au pays. Vu la loi du 2 mars 1982 portant droits et obligations des communes, départements et régions, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT, précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 12 novembre 2004, modifié le 30 novembre 2007 et le 2 décembre 2016, la révision simplifiée en date du 23 septembre 2011 et révisée en date du 16 septembre 2021, vu la délibération en date du 24 novembre 2022 constatant la désaffectation et prononçant le déclassement de ces parcelles pour les faire entrer dans le domaine privé de la commune, après que le dit parking ait été fermé et que son usage public ait cessé. Considérant que les parcelles ZD 75, ZD 81, ZD 92 et ZD 93 appartiennent au domaine privé communal, considérant l'estimation de la valeur vénale des parcelles précitées et situées rue du Capitaine Le Ridon, établi par le service du domaine par courrier en date du 15 novembre 2022, considérant le projet d'aménagement
du centre-ville mené par la commune, les ambitions de réaménagement de la route départementale RD9, tout en prenant en compte la situation et la configuration particulière des parcelles ou les bénéfices que la commune va retirer en termes de fluidité et sécurité routière, après cet aménagement. Considérant de ce qui précède qu'il convient de céder ces parcelles pour un montant de 720 000 €, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à vendre les parcelles CT 75, 81, 92 et 93, partie d'une contenance totale d'environ 1833 m² pour un montant de 720 000 €, hors frais de notaire, et à signer tout document y afférent. Autorise monsieur le maire à délivrer une autorisation de construire pour un programme immobilier de bâtiments collectifs sur les terrains cédés en conformité avec le plan local d'urbanisme. Merci Thierry. Juste une précision, les 720 000 €, c'est pas un chiffre qui est sorti du chapeau, c'est l'estimation des domaines. Donc les domaines ont estimé le prix de vente à 720 000 €, et donc la commune vend, elle n'a pas de raison de vendre à moins cher, donc elle vend au prix de l'estimation des domaines. Alors c'est une première délibération, vous allez voir, il y en a 3 ou 4 qui suivent, puisqu'il y a là c'est pour une cession, derrière il y a une acquisition, et puis après il y a les 2 conventions de rétrocession des parties qui redeviendront communales après, une fois que l'aménagement aura été fait. Mais ce sont des documents qui doivent être mis dans le permis, donc c'est pour ça que les délibérations passent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une prise de parole sur cette délibération, ou est-ce qu'on peut passer au... Allez-y. Oui. En fait, moi j'avais 3 points que j'aurais aimé aborder. Tout d'abord, j'aurais aimé interpeller les conseillers municipaux qui sont ici, parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance de vivre dans une petite ville où le cadre nous permettait d'aller jouer dehors, d'aller jouer dans les rues, etc. Et qu'aujourd'hui, là, on va voter encore pour ce PLU qui va faire qu'on va dépasser la taille des 10 000 certainement habitants, qu'on va dépasser... On ne vote pas pour le PLU, c'est déjà une délibération de session. Laissez-moi intervenir parce que c'est quand même quelque chose qui va impacter la vie. Par contre. 10 000 habitants, c'est n'importe quoi. Non, mais là, c'est 150 logements, et l'autre qu'on va voter, c'est 60 logements. Ça fait partie de la phase 2 de votre cœur de ville, qui prévoit justement une augmentation importante du nombre d'habitants dans la ville. Donc vous êtes venus, souvent vous étiez venus d'autres départements que la Seine-et-Marne pour essayer d'offrir un cadre de vie agréable à vos enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez laisser aux générations qui vont venir, aux jeunes qui sont ici donc, au sein de cette enceinte? Quel cadre de vie voulez-vous laisser? Quelle empreinte allez-vous laisser à cette ville en adoptant encore la construction et les constructions et des constructions sans arrêt, du béton, qui vont faire venir des voitures, qui vont modifier carrément notre ville? Premièrement, c'est votre responsabilité aujourd'hui que vous engagez, c'est pas rien. Ensuite, deuxième point, ce projet, notamment, n'a pas été présenté, en tout cas les habitants ne le connaissent pas ou ne le connaissent pas. Nous, on a appris il n'y a pas si longtemps que ça, éventuellement la construction de 3 immeubles, là où il y a les arbres qui commencent à être défrichés, alors que, de 3 immeubles, alors que ça n'avait jamais été présenté aux habitants, qu'une dame a acheté un pavillon juste à côté et qui va se voir changer son cadre de vie, puisque ça ne sera plus des bois, mais ça sera des immeubles qui seront là, qui va impacter la valeur cadastrale de son bien, et qui va changer, par exemple, pour tous les habitants qui habitent rue de Moise, également leur cadre de vie. Ils ne verront plus des beaux arbres, mais ils verront des immeubles. Ça, c'est pas rien, vous n'aimeriez pas que ça vous arrive à vous aussi. Ensuite, deuxième point. S'il vous plaît, dans le public, on se tait. Je suis désolé de leur dire, mais lors du conseil municipal, le public ne peut pas prendre la parole. Si vous avez... Non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, si vous parlez, je vais vous faire sortir de la salle. Et si vous ne respectez pas cette règle-là, je serai obligé de mettre aux voix un huis clos et de faire sortir tout le monde. Donc soyez gentils, laissez les débats se dérouler normalement. Ceux qui ont le droit de prendre la parole ont la parole libre et peuvent s'exprimer. C'est ce qu'est en train de faire mademoiselle Moine. Donc je vous demande de respecter ça, sinon je serai obligé de prendre des mesures. Merci. Oui. Du coup, au dernier conseil municipal, on vous avait demandé une présentation des différents projets, du projet Chopin
et du projet, là aujourd'hui ça va être le projet Musset, mais j'aurais aimé également qu'on nous présente le projet qui va avoir lieu là où il y a des arbres qui sont en train d'être défrichés. Pour l'instant, on n'est absolument pas au courant. Même lors du vote du PLU, dans ce qui nous avait été présenté, lorsqu'on voit les conclusions du commissaire enquêteur, à un moment donné, on voit le propriétaire du terrain, là où il y a les arbres, poser la question, puisque d'ailleurs il n'habite plus la commune, demander pourquoi il ne pourrait pas faire construire sur ce terrain-là, alors qu'on va construire par ailleurs sur des surfaces agricoles. Et le maire, la municipalité, répond que pour l'instant, ce n'était pas dans les projets. Ensuite, M. Zanatti repose la question, et là, la décision change, et cette partie qui était alors un espace naturel boisé redevient constructible. Alors c'est faux, cette partie était... Non, je vais me corriger, je suis désolé. Cette partie est constructible, est en zone UB depuis le passage du poste en PLU depuis 2006. On a le document, si vous voulez, je peux l'afficher pour que vous le voyez. Alors je suis désolé, mais les documents que je présente sont les documents qui sont inscrits en préfecture et qui en plus, alors l'avantage que j'ai, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait ce PLU-là. Donc vous pouvez me traiter de menteur et dire tout ce que vous voulez, c'est l'ancienne municipalité qui d'ailleurs l'avait fait très bien à cet endroit-là. Ce terrain-là a toujours eu une destination constructible depuis avant 2006. Voilà. Mais allez-y, continuez votre propos. Il était en zone naturelle. Il était... Alors d'abord on se tait, sinon je vais vraiment passer aux choses sérieuses et je vais vous demander de sortir si vous continuez. Il n'était pas en zone naturelle, on peut le... On va l'afficher pour que les gens voient bien. On ne rajoute pas de bêtises. Donc voilà, il s'agit donc du plan de zonage du premier PLU, donc celui dont on a parlé tout à l'heure, qui avait été voté en 2004, qui passait du POS au PLU, et on voit très bien la parcelle dont je vous parle, je vais vous la montrer. C'est la parcelle qui est ici. La parcelle qui va être défrichée, c'est celle-ci, et elle est effectivement en zone UB constructible. La boisée classée, c'était celle-ci, qui était constructible et qu'on a transformée, justement pour pas qu'elle ne bouge, en zone naturelle. Donc j'aimerais bien, quand vous dites des choses, que vous disiez des choses vraies et pas des mensonges. Merci, vous pouvez continuer votre propos. Ensuite, j'avais une question concernant justement le recours qui a été porté sur cette parcelle-là. Parce que vous vous êtes déplacé personnellement au tribunal administratif de Melun avec des moyens communaux et j'aurais aimé connaître la raison de votre déplacement au tribunal administratif. La convocation du tribunal à mon encontre, voilà. Vous pourriez nous la transmettre? On vous la transmettra. D'autres questions? Alors, on va passer au vote. Non, alors, tu peux expliquer? Oui, bon, on va quand même apporter quelques explications, mademoiselle Moelle. Ces projets. On est en 2022, on est hors la loi depuis 22 ans. La commune de Saint-Patu doit, comme toutes les communes d'Île-de-France, de plus de 1500 habitants, 25% de logements sociaux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça a été donné dans la loi SRU. La loi SRU qui est la loi de solidarité et au renouvellement urbain. C'est pas nous qui l'avons votée, elle a été votée en 2000. Cette loi en 2000 dit que toutes les communes d'Île-de-France de plus de 1500 habitants doivent avoir 25% de logements sociaux. C'est pas nous qui faisons la loi. Est-ce que c'est nous qui faisons la loi? Non, c'est pas nous qui faisons la loi. Par contre, on doit l'appliquer. Parce qu'autrement, si on n'applique pas, nous sommes hors la loi. Alors, dans nos logements sociaux, on va faire un petit point, si vous me permettez. À l'heure actuelle, nous en avons. Les premiers logements sociaux qui ont été faits sur la commune datent de 2000. Et c'était dans la côté Haute-Garenne. Il y en avait 22, je crois. 12, oui, pardon, 12. Il y en avait 12 à la Haute-Garenne. Ça, c'était en 2000. Et depuis 2000, on n'en avait que 12. En 2021, il y en a 105 qui sont venus se rajouter dans les immeubles du centre-ville. En 2022, il y en a 35 qui sont venus se rajouter dans le petit immeuble de Noé-Fort. En 2016, 38 se sont rajoutés à côté de la Poste. Et il y en a 95 qui vont arriver avec la résidence senior.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans compter la résidence senior, nous avons 190 logements sociaux, alors qu'il nous en faut 575 pour être en conformité avec la loi et pour la respecter. Si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Déjà, on peut être condamné à payer une amende. Alors l'amende, alors elle est de combien l'amende? On avait payé dans l'ordre de 60 000 euros. Ouais, c'était aux alentours de 60 000 euros. Aujourd'hui, ces amendes ont été renforcées. Alors, on n'y est plus assujetti pour l'instant, mais temporairement, d'abord parce qu'on a passé un accord avec le préfet aussi en lui disant qu'on allait construire des logements sociaux et qu'on allait tenter de se mettre en conformité avec la loi, c'est ce qu'il attend de nous. Mais il y a d'autres endroits où il estime que ça va pas assez vite. Damartin, par exemple, qui construit énormément, tout le monde crie au-là à Damartin. Damartin paye cette année 315 000 euros de pénalité pour non-respect de la loi SRU. Alors, pour non-respect de la loi SRU, qu'est-ce qui peut arriver si on ne fait rien? Parce qu'on pourrait très bien dire, on ne fait rien, et puis on attend que ça se passe, on fait comme les autruches, on se met la tête dans le sable, puis tout va bien, et on prie le bon Dieu pour que ça aille mieux. Bah, qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, tout simplement, l'article 55 de la loi SRU dit une chose très simple, c'est que si nous ne faisons rien, bah, l'État va le faire à notre place. Et en gros, bah, le préfet ou le sous-préfet, il peut prompter, en gros, c'est plus nous qui gérons l'urbanisme, mais c'est l'État qui gère l'urbanisme. Donc le préfet ou le sous-préfet peut préempter des terrains sur la commune, sur tout ce qui est mis en vente, et il peut construire. Voilà. Et là, dans ce cas-là, bah, l'urbanisation, elle est plus contrôlée, et elle nous est imposée. Alors si on continue un petit peu sur les logements sociaux, donc effectivement, on en a à ce jour 190 exactement de construits, on en doit 575. Donc ceux qui vont venir, puisque c'est le sujet, 95 sur la résidence senior, même si ce n'est pas un projet vraiment communal, 59 qui vont arriver sur Alfred de Musset, et 53 sur le hameau, donc qui est effectivement le programme immobilier dans le Petit Bois. Ce qui fait que nous allons arriver avec 207 logements sociaux dans les années à venir en plus, soit 397 en tout. Il nous en manquera, on sera toujours dans la loi, il nous en manquera encore à peu près 170. Et on passe pas à 10 000 personnes. On en est très très loin, puisque le dernier recensement, donc malgré toutes les constructions, divisions de terrain qu'il y a eu, etc., on est à 6 400 habitants. Quand on a été élu, je m'en souviens, en 2008, on était à 5 300. Donc on a pris 1100 habitants en pratiquement 14 ou 15 ans, ce qui est tout à fait raisonnable, puisque je vous rappelle que l'étude que nous avions menée sur la première mandature avec l'organisme d'État qui s'appelle aujourd'hui Grand Paris Aménagement, qui s'appelait la FTRP à l'époque, était une étude qui montrait que pour maintenir, sans développer, mais seulement pour maintenir le niveau particulier, par exemple dans les écoles, et le niveau de population, d'emploi, etc., parce que c'était une étude qui avait duré longtemps et qui se répartissait sur tous les corps de métier et sur toutes les activités que ça pouvait trouver dans une commune, avait bien conclu la chose qu'il fallait construire entre, on l'a dit pendant la dernière campagne, entre 30 et 50 nouvelles constructions par an, en dehors des reventes, entre 30 et 50 nouvelles constructions par an, pour maintenir le niveau comme il était à l'époque. Donc vous voyez que les constructions qui ont été faites, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais on l'avait bien communiqué pendant la campagne, on était largement en dessous des chiffres que l'on aurait pu atteindre. C'est d'ailleurs pour ça que l'on avait des effectifs qui baissaient dans les écoles. Donc on ne va pas refaire encore une fois la même histoire. Aujourd'hui, c'est la phase 2 du centre-ville qui se poursuit. Vous êtes, et je vais le dire, je vais peut-être être un petit peu provocateur, vous êtes une menteuse, une personne quand vous n'êtes pas au courant. L'intégralité de ce programme, l'équipe l'avait présenté et l'avait donné à l'époque aussi à la population. Hein, je ne vais pas ressortir ici. J'ai toutes les copies des affiches des réunions publiques, des publications, des enquêtes publiques avec le commissaire enquêteur, etc. Tout a été fait parfaitement dans les règles, seulement les gens ne se déplacent jamais, et puis quand les choses sortent après, ils s'affolent. Nul n'est censé ignorer la loi. Les règles et les choses ont été faites dans l'ordre, elles ont été étalées sur des années, et à l'époque, vous aviez voté pour. Vous étiez tout à fait d'ailleurs d'accord avec ça, et en tant que femme de gauche que vous pourrez revendiquer, puisque vous êtes dans une direction d'un parti national
plutôt classé à gauche, vous devriez vous réjouir que l'on fasse du logement social, et malheureusement, c'est pas ce que vous faites, j'ai du mal à comprendre. Voilà. Donc voilà les explications qu'on pouvait donner, nous, sur cette délibération. Donc les suivants vont arriver. On va vous proposer... Vas-y, je t'en donne la parole. Excusez-moi, j'avais une question concernant ce projet. Ces deux projets, en fait, Chopin et Musset. Concrètes, hein. Pour le coup, ça risque d'être pour Monsieur le maire. Donc on va vendre un terrain, là, pour 120 000 euros. Non, 720 000. 720 000 euros. On va créer un parking qui va nous coûter, en tout cas pour la commune, 500 000 euros. On va aménager une école, enfin les classes de l'ancienne école de musique pour la commune pour 200 000 euros. On n'y est pas encore, c'est les délibérations d'après. Oui, oui, oui. On va faire l'acquisition d'une parcelle pour 400 000 euros. Donc le coût global de ces aménagements va s'élever à 380 000 euros pour la commune, plus le report de 10 ans de la taxe d'aménagement. C'est bien ça? Ça va coûter 400 000 euros. Le report de la taxe d'aménagement? Oui, je crois, non? C'est pas dit, non? Non, on vous dit simplement qu'il n'y a pas de taxe d'aménagement puisqu'on est en pub. Et vous avez les conventions pub qui suivent derrière où on a de l'argent qui rentre. Donc ça va coûter plus de 400 000 euros à la commune. Je vais vous rassurer tout de suite. Ça coûtera pas d'argent à la commune, ça va même en rapporter. C'est pas, au départ, c'est pas le but de la manœuvre, mais au moins l'argent que ça va rapporter va servir à faire des équipements. Donc vous l'avez dit, réaménager des classes dans l'ancienne école de musique à Vivaldi pour se préparer si on avait besoin d'ouvrir des classes supplémentaires. On anticipe, et c'est dans la programmation, tout cela a été bien calculé et bien prévu. Et puis après, l'argent qui a été demandé, effectivement, nous sommes passés en PUP, parce que le PUP permet de demander à l'aménageur beaucoup plus d'argent que lorsqu'il est en taxe d'aménagement, puisque la taxe d'aménagement est fixe, alors que le PUP, c'est une négociation entre la commune et l'aménageur. Donc on a fait exprès de lui demander plus d'argent pour couvrir les travaux que ça engage chez nous de notre côté et qui sont supérieurs, puisque comme on est sur une route départementale, on aura une participation du département aussi pour terminer la route. Donc les 550 que vous avez, il y a déjà pratiquement 150 ou 170 de payés par le département et le reste couvre la dépense qui était prévue sur la déviation de cette route. Voilà. Donc rassurez-vous, vous allez le voir dans les délibérations derrière, vous ferez tranquillement le calcul, vous auriez pu le faire avant, puisque vous aviez les documents, vous pourrez faire tranquillement le calcul et vous verrez que la commune n'est pas perdante. Notre rôle à nous en tant que conseiller municipal, puisque vous avez interrogé mes conseillers tout à l'heure sur leur engagement, il n'est pas de faire perdre de l'argent à la commune. Alors, on n'est pas non plus une entreprise pour faire des bénéfices, c'est pas le but de l'heure, mais on est là pour protéger les deniers de nos concitoyens, et c'est ce que l'on fait par ces délibérations. Alors, moi j'aimerais, oui quand même, Nathalie, rajouter quelque chose, parce que on entend régulièrement qu'on est accusé de bétonisation de cette commune. C'est vrai que c'est un petit peu pénible quand même, alors qu'on essaye, entre autres, tout simplement de respecter la loi. On a fait un plan local d'urbanisme, dont tu parlais tout à l'heure. Ce plan local d'urbanisme, il nous a permis, entre autres, de limiter les divisions parcellaires. Si on ne l'avait pas fait, jusqu'à maintenant, le Saint-Patu était le terrain de jeu préféré des agences immobilières, et chez nous, ils faisaient toutes les divisions parcellaires qu'ils pouvaient. Grâce à ce nouveau PLU, nous avons réussi quand même à les limiter. Aujourd'hui, les divisions parcellaires que nous avons, elles sont à la marge par rapport encore à l'année dernière ou aux années précédentes. Pourquoi elles sont à la marge? Parce qu'on a durci les règles dans ce PLU pour pouvoir les créer. Tu as toi-même bénéficié d'une division parcellaire pour y construire ta maison d'ailleurs. Mais là, c'est pas le sujet, on est très content que... Ah oui. Mais il faut dire les choses aussi. Hein. Non, mais... Si vous le mettez dans le public, aucune réaction, sinon je vais vous faire sortir. Je voulais aussi dire que moi j'apprécie pas trop sur les tracts, notamment le dernier qui est passé la semaine dernière, là, ces propos nous traiter de béni oui quand même, je trouve ça un petit peu dur quand même. Hein. Après, oui, enfin je sais, peut-être que ça me fait rire, enfin moi ça m'amuse pas trop quand même. Hein. Se faire traiter de béni oui, recevoir des mails les samedis, des mails d'intimidation sur nos boîtes perso,
sur nos boîtes mail perso, je trouve ça aussi un petit peu difficile quand même. Hein. Alors, on essaye de faire notre travail, et moi j'ai une question à poser. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, franchement, si vous deviez le faire, puisque si vous étiez aux commandes de la mairie, qu'est-ce que vous feriez? On aurait stoppé tous ces projets. Donc, hors la loi. Et alors, vous auriez fait quoi? Donc, vous auriez attendu tranquillement que le préfet vienne vous les imposer? Et planifier la alors la réponse est merveilleuse. Donc vous êtes en train de dire clairement, mais on va vous le faire répéter parce que c'est assez extraordinaire, c'est que vous êtes en train de dire en tant que conseillère municipale, alors que vous interpellez d'autres conseillers municipaux en leur demandant par rapport à leur engagement, vous, en tant que responsable élu, vous êtes en train de défendre le fait qu'il ne faille pas respecter la loi. Ah, c'est vraiment extraordinaire. C'était la meilleure réponse que vous pouviez nous apporter ce matin. Bon, allez, on va passer au vote de cette délibération. Monsieur Métayer. Oui, Daniel. Ouais. On demande la parole. Monsieur Métayer, je suis entièrement d'accord avec vous, mais la question elle n'est pas là. Que ce soit logements sociaux ou pas logements sociaux, la loi SRU ou Allure, etc. D'accord. Le lotissement qui sort, là, qui va pousser, je le répète, il n'était pas dans le projet initial du centre-ville. D'accord. Voilà, la question elle est là, point. C'est tout. Si. Non. L'imperméabilisation des sols, l'écologie, la nature. Mais ça nous importe à ce point-là. Vous avez une décision d'un préfet qui vous dit que c'est parfaitement légal. Les gens l'attaquent au tribunal. Le juge des référés du tribunal les dégoûte en leur disant qu'effectivement tout a été respecté, que c'est normal, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, et que je vous ferai remarquer quand même, parce que c'est toujours facile de dire, on l'a effectivement, on va artificialiser une parcelle de un peu moins de 7000 m², ou un peu plus de 7000 m². Vous oubliez que la grosse parcelle qui est à côté, on l'a rendue inconstructible pour la rendre justement zone naturelle et qu'elle ne puisse pas toucher. Vous oubliez le champ derrière sur lequel le SDRIF, donc le schéma directeur d'Île-de-France qui est encore en cours, avait mis une pastille et que l'on a figé en terre agricole pour qu'elle ne soit jamais construite. Celle du côté, celle qui est dans l'aire urbaine, oui, celle-là, elle est constructible, elle a toujours été constructible. Vous oubliez de dire aussi que lors du dernier PLU, nous n'avons déclassé aucun terrain. Nous n'avons rendu constructible aucun terrain. Les constructions, elles se font sur des terrains qui étaient déjà constructibles, qui étaient prévus pour ça, sur lesquels les anciens PLU avaient anticipé, sur lesquels les documents supracommunaux, SDRIF, documents préfectoraux, etc., tout ça les avait intégrés. Donc, je veux bien qu'on dise quoi que ce soit, mais j'aimerais bien qu'on dise, qu'on recadre les choses et qu'on dise la vérité. Voilà. Donc, oui, cette parcelle-là va être artificialisée pour 7000 m² et on en a figé en terre agricole et en zone naturelle des milliers de m² d'autres à côté qui auraient pu être construits. Donc, venez pas me donner des leçons sur l'écologie alors que quand vous parlez à ma place, vous ne dites pas l'ensemble des vérités qui sont à dire. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. C'est pas le souci. Vous avez le droit de dire que vous voulez défendre la forêt. Oui, vous pouvez. Mais faites-le en disant la vérité, pas en racontant des cracks aux gens. Voilà. Et en plus, moi, attends, mais... Et la requalification en possibilité d'accueil de déchets inertes de champs sur la commune, plus alors, alors, c'est pas l'objet de la délibération, on va donc passer au vote, puisque tu ne respectes pas et que tu dérapes les choses. Courte, je vous laisse la parole, oui, alors vous faites une intervention courte, parce que les débats ont déjà duré sur cette délibération. Simplement, j'aurais aimé juste faire remarquer que, par exemple, si effectivement ce projet date de 2008, moi-même je n'habitais pas encore Sabattu, et notamment les personnes qui ont fait une acquisition dernièrement ont découvert en fait ce projet. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour que les nouveaux acquéreurs puissent être mis au courant des projets qui peuvent être à côté de leur bien? Ça, c'est une bonne question. Parce que je finis, moi j'ai acheté une maison construite et juste à côté, derrière, même pas un mois après, il y avait une maison qui poussait alors qu'on avait l'impression d'avoir
de ne pas avoir de véritable vis-à-vis. Comment est-ce que, de façon, pour que ça avance pour toute la population de façon concrète, comment peut-on mettre au courant les gens des projets comme cela lorsqu'ils acquièrent leur maison? Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre, et au moins ça c'est une question intéressante. Il y a deux sujets. Sur les grands projets comme ça qui sont prévus longtemps à l'avance, etc., il y a, je l'ai dit tout à l'heure, et on peut le prouver, il y a toute une démarche administrative qui est mise en place par les autorités, qui nous oblige à faire, il y a eu 2 réunions de concertation, il y a eu une réunion de présentation du PADD, il y a eu deux réunions publiques pour présenter le PLU, ensuite de ça il y a eu des temps d'enquête publique. Le problème c'est que personne ne s'intéresse à ça. Et que personne ne vient. Le cahier du commissaire enquêteur, les 2 modifications qu'on a fait, deux remarques d'habitants. Il y a 60 pages au cahier. Il y aurait dû y avoir des dizaines et des dizaines. Après, dans l'autre problématique que vous posez, et sur laquelle malheureusement j'ai pas de solution, c'est aussi l'honnêteté à la fois de l'agence immobilière qui vend la maison, et ça, les gens peuvent peut-être se retourner contre l'agence immobilière. Je ne sais pas ce que la loi dit ou autorise sur ce sujet-là, mais et puis il y a aussi la personne qui achète. Moi, quand j'achète un bien quelque part, je vais regarder et je vais vérifier l'environnement. Si les gens qui ont acheté la maison là, qui est au bord du Petit-Bois, s'étaient renseignés, avaient vu que la parcelle était constructible, d'abord ils n'auraient peut-être pas acheté, ou ils auraient peut-être utilisé cet argument-là en disant mais il y aura peut-être un jour des constructions pour négocier le prix, ou X ou Y, j'en sais rien. Mais nous ne sommes pas, nous, redevables des opérations privées entre les gens. Les programmes, ils sont expliqués, ils sont dits, on ne peut pas être derrière tout le monde toutes les 5 minutes en disant attention, vous n'oubliez pas, pour rappeler là, il va y avoir quelque chose. Voilà. Ce que l'on doit faire, nous, a été fait et sera encore fait dans l'avenir pour être conforme à la règle et à la loi. Après, il faut un tout petit peu que les gens se prennent en main. Là, il y a un vrai défaut. Dans le cas de cette maison-là, il y a un défaut de renseignement de l'acquéreur qui a acheté sans se renseigner. Et il y a un défaut de l'agence qui n'était pas probablement parfaitement au courant ou qui aurait dû se renseigner de ce qu'il y avait autour pour dire voilà. Et c'est la même chose sur les divisions de terrain. Je pense que c'est de ça dont vous parliez pour votre cas. Quand vous avez aujourd'hui des règles, Thierry Desbois en a parlé tout à l'heure, qui expliquent qu'aujourd'hui, la taille des terrains à bâtir, c'est plus 1000 m², puisque je vous rappelle que dans notre PLU, quand même, on avait une protection qui empêchait de diviser les terrains si on ne pouvait pas créer une parcelle, si la parcelle qu'on créait ne faisait pas 800 m². Ce dispositif est toujours inscrit dans notre PLU. Sauf que le législateur, l'Assemblée nationale, a fait une loi qui a cassé ce truc-là. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui a un terrain de 800 m² et qui veut faire une division pour faire un terrain à bâtir de 250 m², parce que aussi la pression foncière en Ile-de-France fait qu'un terrain à bâtir aujourd'hui, même de 250 m², c'est déjà 110, 120 ou 130 000 euros, et ce qui fait que les primo-accédants ne peuvent pas acheter plus grand. C'est aussi, on ne l'a pas choisi, et vous non plus, mais on est dans une économie de marché, avec la propriété individuelle. Et que si vous, un jour, vous avez la possibilité de vendre 120 ou 130 000 votre bout de terrain et que la loi vous l'autorise, vous le ferez, comme tout le monde. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on peut cadrer, mesurer, essayer de limiter les choses dans le cadre de l'intérêt général. Hein. Et puis après, il y a des intérêts particuliers sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir d'agir. Aucun pouvoir d'agir. Voilà. Imaginez à quel point quand même l'équation est difficile, hein, parce que d'un côté on a parlé de la loi SRU avec l'obligation de logements sociaux, et de l'autre côté on a la loi Allure, dite aussi la loi Duflot. Donc cette fameuse loi Allure, accès au logement et urbanisme rénové, elle est là pour densifier les villes, c'est son but, pour éviter leur expansion. Donc non seulement on doit densifier de l'intérieur, c'est la loi pour la respecter, mais on n'a pas le droit de s'étendre. Et elle vient, en plus d'être renforcée par la loi ZAN, zéro artificialisation naturelle, que vous devez commencer à entendre les uns et les autres à la télévision, où dans les 10 prochaines années, les réductions de transformation de terres agricoles ou etc. en constructibles vont être réduites de moitié, et où dans 10 ans, elles seront à zéro. C'est-à-dire que dans 10 ans, on ne pourra plus construire que sur ce qui est dans l'aire urbaine des villes.
Et sur les zones d'activité, pareil. Donc c'est une équation qui est, à mon sens, mais c'est que mon jugement à moi aujourd'hui, impossible. Impossible. Ou alors, on décide d'envoyer notre pays dans le déclin et pas dans la continuité à zéro. Voilà. Donc, effectivement, comme tu l'as dit Thierry, on peut dire ça en conclusion, on essaye au mieux, avec les éléments que l'on a dans l'équation, d'équilibrer l'équation, mais elle n'est pas facile. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe au vote sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Adopté. Et on va passer à la suivante, c'est donc la 8, c'est Thierry, le rapporteur aussi. Convention de rétrocession des lots 1, 2, 3, 6A, 4, 5A, 6B, 5B, 6C, 7 et 8, issus de la division de l'opération Chopin. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le permis de construire déposé le 31 août 2022 par la société SCICV Chopin, représentée par Noureddine Zinati, qui projette la réalisation de 136 logements et 4 commerces sur les parcelles actuellement cadastrées section ZD numéro 283, 82, 78, 80, 92, 93, 75, 117, 143 pour une surface totale de 9717 m², considérant que la rétrocession des futurs lots 1, 2, 3, 6A, 4, 5A, 6B, 5B, 6C, 7 et 8 représente une surface de 2138 m². Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de rétrocession annexée à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout autre document s'y rapportant. Donc c'est la suite. Hein. Voilà. Pas de nouveauté spéciale. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc est-ce qu'il y a des votes contre? 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1. Donc adopté. Merci. La numéro 9, c'est pareil. Donc là c'est la session tout à l'heure, c'est l'acquisition. Et c'est Annie qui va répondre. Acquisition des lots 5B, 6C, 7 et 8 composés des parcelles ZD 75B / ZD 81B et ZD 82B. Vu la loi du 2 mars 1982 portant droits et obligations des communes, départements et régions, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT, précisant que le conseil municipal délibère sur les gestions des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Vu l'article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques CG3P, qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. Vu l'inscription au budget de la commune du montant nécessaire à l'acquisition. Vu l'estimation de biens réalisés par les services des domaines. Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 12 novembre 2004, modifié le 30 novembre 2007 et le 2 décembre 2016, la révision simplifiée en date du 23 septembre 2011 et révisée en date du 16 septembre 2021. Considérant l'estimation de la valeur vénale des parcelles précitées et situées Grande Rue et rue du Capitaine Moridan, établie par le service du domaine par courrier en date du 16 novembre 2022. Considérant le projet d'aménagement du centre-ville mené par la commune, les ambitions de réaménagement de la route départementale RD9, tout en prenant en compte la situation et la configuration particulière des parcelles. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à acquérir les lots 5B, 6C, 7 et 8, composés des parcelles ZD 75P, ZD 81P et ZD 82P d'une contenance d'environ 1210 m² pour un montant de 400 000 € hors frais de notaire et à signer tout document y afférent. Merci Annie. Donc l'estimation des domaines était de 430 000. Donc on a fait baisser le prix de 30 000 € au bénéfice de la commune. Est-ce qu'on peut passer au vote?
qu'il y a des votes défavorables? Que 3 les votes défavorables? Des abstentions? Merci, adopté. La suivante, la numéro 10, c'est la convention de rétrocession, et c'est Béatrice. Convention de rétrocession des lots 1, 2, 3A, 4, 5, 6 et 3B, issus de la division de l'opération MUSES. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le permis de construire déposé le 30 août 2022 par la société SCICV Alfred de Musset, représentée par Noureddine Zenati, qui projette de réalisation de 59 logements sur les parcelles actuellement cadastrées, section ZD numéro 96, 423, 424, 425, 170, 169, 422 et 432, pour une surface totale de 3046 m². Considérant que la rétrocession des futurs lots 1, 2, 3A, 4, 5, 6 et 3B représente une surface d'environ 367 m². Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de rétrocession annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout autre document s'y rapportant. Merci Béatrix. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? 2. Adopté. Merci. La numéro 11 et le rapporteur, c'est Nathalie Nicolas. Signature d'une convention de projet urbain partenarial PUP pour le projet Chopin. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 20 octobre 2020, actant le principe d'instauration d'un périmètre de PUP sur la commune et délimitant les parcelles qui feront l'objet d'un aménagement immobilier soumis à un PUP et non à la taxe d'aménagement, en application du 2 de l'article L.332-11-3 du Code de l'urbanisme comme suit. Parcelle ZD 130, parcelle ZC 459 et ZC 85, parcelle ZD 43, ZD 96, ZD 423, ZD 424, 425, 170, 169, 422, 189, 190, 214, 191, 282, 167, 223, 224, 284, 283, 143, 77, 82, 78, 92, 93, 81 et enfin 75, considérant que la société SCICV Chopin envisage la réalisation d'une résidence Frédéric Chopin de 136 logements collectifs et 4 commerces sur les parcelles cadastrées, section ZD 283, 77, 82, 81, 75, 93, 92, 143 et 78 à l'angle de la rue et de la rue du Capitaine Moridan, destinée à être vendue en promotion privée. Considérant que la Convention a pour objectif de définir les conditions de participation du promoteur dans le cadre du PUP, s'agissant notamment de la prise en charge financière des équipements publics, dont la réalisation par la commune est rendue nécessaire par l'opération proposée. Considérant que l'équipement proposé au financement sont les travaux de réaménagement de voirie et la réalisation d'un parking, considérant que le promoteur s'engage à verser une participation au titre du PUP d'un montant de 200 000 € versé en une seule fois à l'obtention du permis purgé de tout recours. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de projet urbain partenarial annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout autre document s'y rapportant. Merci Nathalie. Pour information, si on était resté en taxe d'aménagement, le montant serait situé aux alentours de 140, un peu au-delà de 140, donc entre 140 et 150. Donc vous voyez que le PUP nous permet de demander plus à l'aménageur, ce qui est normal compte tenu du nombre de logements qu'il réalise, c'est normal qu'il participe aux équipements de la commune. C'est ce que prévoit la loi d'ailleurs. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? 5. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1. Donc adopté. Merci.
Le suivant, c'est la délibération numéro 12, donc c'est pareil, c'est la même chose, le pub sur l'autre, et c'est France. Signature d'une convention de projet urbain partenarial pub pour le projet UC. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 20 octobre 2020 actant le principe d'instauration d'un périmètre de pub sur la commune et délimitant les parcelles qui feront l'objet d'un aménagement immobilier soumis à un pub et non à la taxe d'aménagement, application du 2 de l'article L.332-11-3 du Code de l'urbanisme comme suit. Toutes les parcelles, Nathalie les a citées tout à l'heure, je ne vais pas les reciter. Considérant que la société SCI-CV Alfred de Musset envisage la réalisation d'une résidence Alfred de Musset de 59 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section ZD 96, ZD 423, ZD 424, ZD 425, ZD 170, ZD 169, ZD 422 et ZD 432, situés 16 et 20 grandes rues destinées à être vendues en bloc à un bailleur social. Considérant que la Convention a pour objet de définir les conditions de participation du promoteur dans le cadre du PUB, s'agissant notamment de la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la commune est rendue nécessaire par l'opération proposée. Considérant que l'équipement public proposé au financement sont des travaux de réhabilitation de l'ancienne école de musique en salle de classe. Considérant que le promoteur s'engage à verser une participation au titre du PUB d'un montant de 100 000 €, versé en une seule fois, à l'obtention du permis purgé de tout recours. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de projet urbain partenarial annexée à la présente délibération. Autorise monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout autre document s'y rapportant. Donc pareil, merci, pardon, même remarque. Si on était en taxe d'aménagement, on aurait été aux alentours des 70 000. Voilà. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc 5, des abstentions. Une adoptée, merci. La délibération suivante, c'est sur le règlement intérieur des accueils de loisirs et c'est Sébastien, le rapporteur. Oui. Modification du règlement intérieur des services, restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et études surveillées. Vu le Code général des collectivités territoriales, la délibération numéro 9 du 29 juin 2022 portant approbation des modifications apportées au règlement intérieur des services périscolaires, considérant qu'il est nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement intérieur, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement unique modifié annexé à la présente délibération qui restera valable jusqu'à la prochaine délibération. Merci Sébastien. Donc vous dire quelles sont les modifications qu'on a faites. Alors on avait une demande de parents et c'est pour le club de football, puisque le mercredi le club de foot démarre ses activités à 17 h et les enfants ne pouvaient pas partir avant 17 h. Donc il y avait un petit décalage. Donc on va autoriser le départ des centres de loisirs le mercredi, donc ça a été travaillé avec le directeur enfance-jeunesse et avec les animateurs pour que les activités qu'ils proposent cessent à 16 h 30. De façon à ce que certains puissent être libérés pour pouvoir aller pratiquer leur sport. Donc ça c'est le premier point qui a été modifié. Le deuxième, avec le Covid, on a beaucoup de situations familiales qui ont explosé, les gens sont séparés et on avait un souci sur le deuxième parent qui était le plus logé sur la commune et qui n'habitait plus la commune parce qu'on avait des problèmes de facturation. Il passait en extérieur, en personne extérieure, alors que c'est des gens qui habitaient la commune et l'enfant est scolarisé sur la commune puisqu'il y a un des deux parents qui habite encore la commune. Donc on modifie le règlement pour autoriser à ce que le deuxième parent, qui n'est pas la double peine, déjà de plus habiter sur la commune, mais qui n'est pas de double peine et qui puisse bénéficier aussi du tarif patusien pour ses enfants. Les études surveillées aussi, dans le règlement intérieur, quand on les a redémarrées cette année dans des conditions bien meilleures et pour améliorer le service, la limite du nombre d'enfants était fixée à 23 et comme elle a été descendue à 15 avec une légère tolérance jusqu'à 17, on redescend donc le nombre d'enfants maxi
par étude surveillée à 17. C'est la troisième modification qui est opérée. Et la quatrième, c'est un allègement un petit peu sur les réservations d'été pour juillet, et puis sur les annulations juillet-août qui sont possibles plus tardivement, puisqu'on sait que les gens, en particulier les gens qui travaillent sur la plateforme, ont parfois les emplois du temps qui sont modifiés assez tardivement. Donc on arrive à s'organiser pour qu'il y ait suffisamment de place et suffisamment de personnel qui soit diplômé et opérationnel, que l'on soit bien dans les cordes et dans les règles. Et voilà, c'est pour permettre aux gens d'un petit peu plus de souplesse de ce point de vue. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables pour ces modifications? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci pour eux. La délibération numéro 14, c'est Jean-Yves Gagnat, le rapporteur. Scission du groupe scolaire Antonio Vivaldi en 2 écoles, maternelle et élémentaire, à la rentrée 2023. Vu l'article L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales, vu le projet de scission du groupe scolaire Vivaldi à la prochaine rentrée scolaire 2023-2024, considérant que le Conseil d'école en date du 21 octobre 2022 a émis un avis favorable à la proposition de scission, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise la scission du groupe scolaire Antonio Vivaldi en 2 écoles, maternelles et élémentaires, à la rentrée 2023. Merci Jean-Yves. Donc une toute petite explication, absolument ça ne change rien, hein, rassurez-vous. Il n'y a aucun changement, c'est simplement le directeur de Vivaldi et l'inspecteur d'éducation nationale qui nous avait posé la question, puisque aujourd'hui, le fait qu'il y ait, que ce soit un groupe scolaire, il y a un seul personnel de direction qui, comme il y a plus de 13 classes, a une décharge complète. Si on reséparait, en élémentaire, il y avait toujours plus de 13 classes, donc le directeur ne perdait pas sa décharge complète de direction, la partie administrative qui est de plus en plus lourde pour eux. Mais par contre, l'école maternelle se retrouvait en position d'avoir une demi-décharge. Je parle sous Tidia n'est pas là, donc c'est lui qui a suivi ce dossier-là. Donc ça permet à la direction de l'école, au lieu d'être tout seul, de se retrouver à un poste et demi pour gérer tout ce qui est administratif, l'accueil des parents, les allers-retours des enfants qui doivent sortir en cours de journée pour aller à droite à gauche, la gestion aussi des AVS, etc. Donc on vous propose d'entériner, puisqu'en fait le conseil d'école devait le voter, comme c'est marqué dans la délibération, le conseil d'école a donné un avis favorable, et le conseil municipal doit entériner cette décision pour qu'elle soit applicable à la rentrée. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, merci pour eux. La délibération numéro 13, c'est Virginie. 15, pardon. Convention territoriale globale de services aux familles entre la CAF, la CCPMF et les communes membres. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocation familiale, considérant que la convention est conclue pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention territoriale globale annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à signer la convention avec la CAF et la CCPMF, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci Virginie. Alors, quelques explications. C'est un nouveau nom, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça s'appelait le CEJ, le contrat enfance-jeunesse avant, et ça devient le CTG, contrat territorial global. En fait, c'est le contrat qui nous lie avec la CAF pour les participations à la CAF, particulièrement financières, mais pas que, sur tout ce qui est centre de loisirs, accueil de loisirs, ALSH, temps de garderie, etc. Donc normalement, c'est un contrat qui est signé entre la commune et la CAF. La commune touche directement ces prestations de la CAF, mais avant, on était soumis à un CEJ qui nous mettait en liaison avec l'intercommunalité, donc Plaine et Mont-de-France, puisqu'il y avait une des compétences
la très petite enfance, donc les 0-3 ans, qui rentrent dans ce dispositif-là, qui n'est plus une compétence communale, qui était une compétence intercommunale. Puisque vous savez que la crèche que l'on a ici, c'est une crèche intercommunale, c'est d'ailleurs moi qui m'en charge, qui m'occupe de cette division-là au niveau de l'intercommunalité. Donc c'est un sujet que je maîtrise bien. Pour tout vous dire, donc ce contrat se transforme en CTG, contrat territorial global, que nous devons entériner par délibération, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, que l'on entérinera en délibération au Conseil communautaire de lundi, et que doivent entériner avant le 31 décembre, puisque les nouvelles directives s'appliquent à partir du 1er janvier, pour les communes de notre interco qui sont là. Donc il y avait Annette-sur-Marne, Charmentré, Charny, Cuisy, Fresnes-sur-Marne et Verny qui ont des services. Quoi vous dire d'autre, si j'ai autre chose à vous dire? Oui, si l'avantage de changer d'un CEJ vers un contrat territorial global, c'est que ça va rentrer à l'intérieur tout un tas de possibilités d'appel à projet sur d'autres sujets qui sont des domaines sociaux sur lesquels la CAF n'intervenait pas. En particulier l'habitat, je cherche depuis tout à l'heure, je les ai plus en tête, pardon. Il y a un certain nombre de domaines que la CAF ne couvrait pas dans ce genre de contrat et qu'elle va couvrir maintenant. Donc l'enfance jeunesse, voilà, l'accès aux droits, précarité, inclusion, l'animation de la vie sociale, le logement et alors, s'il y a des prises de parole sur cette convention, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. La délibération numéro 16, et c'est Salva. Demande de subvention auprès de l'État DETR et DSIL 2023 pour la construction d'un ALSH maternel. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de construction d'un accueil de loisirs sans hébergement maternel, considérant que ce projet est éligible aux subventions de l'État, DETR et DSIL, considérant que le montant total provisionnel de ce projet est le suivant. Montant hors taxe 1 890 945, TVA 20%, 378 189. Total TTC, 2 269 134. Le financement de cette opération serait le suivant. État DETR DSIL 2023, bâtiments scolaires, périscolaires et petite enfance, montant de subvention sollicité à 378 189. Région Île-de-France, contrat d'aménagement régional à solliciter, 700 000 €. Département de Seine-et-Marne, fonds d'aménagement communal à solliciter, 220 000 €. Total subvention, 1 298 189. Reste à charge hors taxe de la commune, 592 756. TVA 20% approvisionné, 378 189. Total TTC à charge de la commune, 970 945. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'ensemble de l'opération présentée par un montant total de 1 890 945 hors taxe, soit 2 259 134 TTC. Inscrit au budget de la commune, la part restant à sa charge, s'engage à ne pas commencer les travaux avant d'avoir l'accusé de réception du caractère complet du dossier de demande de subvention au titre de la DETR DSIL 2020. S'engage à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans. Mandate Monsieur le maire pour déposer le dossier de subvention au titre de la DETR DSIL 2023 près de l'État. Mandate Monsieur le maire pour signer les documents nécessaires ou financement à la réalisation de cette opération. Merci, ça va. Bon, tout est dit dans la délibération, hein, c'est des demandes de subvention classiques puisque ça faisait partie du programme et des choses qui étaient prévues. Donc la construction de notre centre de loisirs maternel, puisqu'aujourd'hui il est dans l'école du Valdi, c'est de le sortir à la place de l'ancien Bill Club qui a été rasé à côté de la cantine. Voilà. Donc il y a dedans, pour bien expliquer, il y a une partie de DETR et de DSIL. Il y a un contrat d'aménagement rural, c'est un quart, et un FAC avec le département, un fonds d'aménagement communal à solliciter. Il y a des prises de parole sur cette délibération, est-ce qu'on peut passer au vote?
Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté, merci. Alors, je vais vous faire les comptes rendus des délégations. Donc, il y a eu une décision. Alors, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du 17 qui sont des signatures d'avenants de contrat d'assurance. Donc, le premier, c'était avenant numéro 1, contrat d'assurance auto-collaborateur. La deuxième, contrat d'assurance jury pacte protection juridique. Le troisième, promu protection fonctionnelle. Le quatrième, assurance véhicule à moteur. Contrat d'assurance à responsabilité après, prolongation de la durée du contrat. Contrat d'assurance dommage aux biens. Ensuite, contrat d'assurance dommage aux biens. Alors, c'était pour le centre culturel, là c'est pour le centre médical, et après c'est pour les autres bâtiments communaux. Et puis après, on a une décision du 1-12 portant acceptation d'une indemnité d'assurance choc d'un véhicule automobile sur un candélabre le 3 juillet pour un montant de 5 673 €. Et une décision du 8 portant la prise en charge du reste à payer des travaux de l'extension du réseau public de distribution des violettes à Saint-Patu pour un montant de 24 021,94 €. Ça, c'est le compte rendu des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil. On va passer aux deux questions de votre groupe. Donc, je vous laisse nous les lire. Je ferai les questions Internet. Le marché de Noël, moment festif pour les habitants, a été organisé cette année par les Francs-au-Brunier suite à une discordance sur son organisation avec Saint-Pat en fête. La commune a donc décidé de louer des chalets en bois et de faire ce marché au Brunier. Merci de nous communiquer le coût total de ce marché, location des chalets et de la structure gonflable, coût du DJ et le coût du feu d'artifice. Alors, je vais vous rectifier un peu le début de votre propos. Ça n'a pas été organisé par les Amis du Foin, mais par la mairie, avec en appui donc les bénévoles des Amis du Foin qui m'ont aidé à la bonne réalisation de ce marché. Concernant le coût, ça va être assez simple, puisque le marché de Noël, on va partir du marché de Noël 2019, puisque c'est le dernier qui ressemblait à un vrai marché de Noël, il n'y avait pas la crise du Covid, et il n'y avait pas l'opération 2021 où c'était sur deux sites différents. En 2019, le marché de Noël, globalement, avait coûté à la collectivité 22 000 €. Là, pour cette année, il a coûté un tiers de moins. J'espère que je calcule. Alors, je vais faire juste un complément. Je suis ravi que vous ayez posé cette question-là, parce que vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous écoute pas. Et justement, je vous rappelle que vous nous aviez posé la question il y a quelques temps, en nous disant que on ne savait pas combien le marché de Noël pouvait coûter, que c'était opaque, puisqu'on versait une subvention en fait à une association et que derrière on n'avait pas de droit de regard pour vous présenter les factures. Là, comme vous avez le grand livre chaque année, une fois que le budget aura été voté, comme c'est la commune qui a organisé, toutes les factures ont été payées par la commune, elles seront donc présentes dans le grand livre et vous pourrez donc, comme vous le souhaitez, pouvoir les consulter et avoir un droit de regard dessus, ce qui est votre droit le plus strict en tant que conseiller municipal. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi changé la chose, c'est pour pouvoir être nettement plus transparent et pour pouvoir justifier les dépenses qui sont faites. Alors, votre deuxième question. Plusieurs plans nous ont été présentés concernant votre projet de création du cœur de ville, un plan lors de la réunion publique du 8 mars 2018 et un plan lors du dernier conseil. Pourriez-vous nous transmettre ces deux plans ainsi que les détails des modifications effectuées depuis 2018? Alors bien sûr, on pourra les transmettre. Ce qui est assez rigolo, ce qui nous fait bien sourire, c'est que vous n'étiez pas au courant, mais bon, vous êtes quand même au courant qu'il y avait une réunion publique en 2018 et que vous avez eu les documents. D'ailleurs, vous les aviez publiés sur vos différents réseaux sociaux, comme le dernier plan qu'on a présenté. Donc vous les avez, mais on vous les redonnera. Pas de souci là-dessus. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Alors, dans les questions publiques, j'en ai eu un certain nombre sur Internet, je vais tous y répondre. Alors, M. Florian Schneider qui me demande installation de poubelles. Bonjour M. le maire, je voulais savoir s'il était prévu d'installer des poubelles au niveau de la zone avec les commerces, donc sur une nouvelle partie du premier centre-ville, Dival Boulangerie, située Grande Rue pour éviter la prolifération des déchets sur la voie publique et donc la détérioration de notre cadre de vie cordialement. Alors, effectivement, c'est une bonne question, il a tout à fait eu raison de la poser. J'ai d'ailleurs de ce pas tout de suite
contacter le promoteur qui va acheter des poubelles et qui va les installer avant la rétrocession. Ce n'était pas marqué dans les choses qui lui étaient demandées, mais c'était un oubli en fait, et de sa part et de notre part dans le contrôle. Donc il va installer, alors, le temps des commandés, hein, donc comme c'est de la ferraille, peut-être quelques semaines, mais en tout cas voilà, la demande a été entendue. Et juste rajouter que on est avec le CIC qui est l'aménageur, pas encore d'accord sur l'ensemble des prestations qu'il devait fournir dans le cadre de son permis d'aménager. C'est d'ailleurs pour ça que la rétrocession n'est pas encore passée à ce conseil municipal et que donc pour l'instant le territoire ne nous appartient pas, ce qui nous rend la tâche difficile sur le nettoyage. Que nous ne pouvons pas faire avec les employés communaux puisque le terrain ne nous appartient pas. Alors, une dame, Géraldine Vasseur, rue Blériot, alors avis personnel, c'est pas une question, mais elle me dit ceci n'est pas une question, mais je me suis déplacé au dernier conseil municipal et je voulais savoir pourquoi vous méprisez les administrés. Alors, je vais regarder un petit peu sur le dictionnaire la définition de mépriser. Estimer indigne d'attention ou d'intérêt. Alors, je ne comprends pas trop puisque les questions posées via le formulaire ont toutes été lues sans exception et ont trouvé des réponses. À savoir, donc, je le rappelle, peut-être qu'elle n'est pas au courant, que pendant le conseil municipal, le public ne peut pas intervenir et que si elle s'est sentie méprisée, je m'en excuse et je me tiens à sa disposition pour la recevoir en entretien et évoquer les sujets qui la préoccupent, comme avec tous les concitoyens d'ailleurs. Tout le monde peut me demander un rendez-vous. Je vais redire publiquement ici et devant tout le monde que je reçois tout le monde sur rendez-vous. Ça peut parfois prendre un petit peu de temps parce qu'on a tous, et les gens et moi, un agenda très chargé, mais que je taille en brèche cette légende qui dit que je ne reçois pas les gens. C'est totalement faux. Par contre, il faut juste me demander un rendez-vous pour l'avoir. La question suivante, c'est une question de M. Daniel Bonrave, 26 rue de la Terouane, sur la rue du Capitaine Orion. Bonjour, je ne serai pas présent dans le public au prochain conseil municipal. Pourquoi ne pas profiter du prochain projet de construction pour élargir le trottoir gauche sens Saint-Mathieu-Ouasserie du monument aux morts jusqu'au collège de Ouasserie pour en faire une piste piétonne et cyclable. Ce serait très utile pour tout le monde, habitants, collégiens, randonneurs, etc., car l'espace actuel bitumé ne permet pas d'être à deux de front. Merci de votre compréhension. Alors, c'est une très bonne remarque à laquelle on avait évidemment déjà pensé. Pour l'instant, les travaux n'ont pas été faits parce que l'intercommunalité a un petit raccord à faire au bout sur l'assainissement et que donc pour ne pas recasser, on va tout faire d'un seul coup. On avait déjà anticipé puisqu'on avait demandé aux promoteurs sur le projet donc, du hameau de reculer de façon à avoir la même taille de trottoir partout. Et sur la piste cyclable, la compétence c'est l'intercommunalité qui l'a, et elle a déjà commencé sur Ouasserie. Normalement, alors je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais on a la partie, nous, qui ira donc du monument aux morts jusqu'à la limite de propriété de la commune, c'est-à-dire le petit chemin qui descend vers les serres et vers Ouasserie là. Et il est évidemment prévu de faire un espace piéton-vélo, puisque c'est en très grande partie l'axe où nos collégiens vont au collège. Ça permettra de mettre les gens en sécurité. Une autre question de M. Dabo Picanti, argent de séquestre. Bonjour, je fais partie du nouveau lotissement cœur de village. Nous attendons toujours nos 1000 € de séquestre vus avec le promoteur immobilier, avec l'aménageur, parce que c'est l'aménageur qui fait le séquestre. Aujourd'hui, notre sort est entre les mains de la mairie et des décisions politiques que vous prenez. Quand allons-nous récupérer cet argent? Alors, les décisions politiques, non, pas trop. Le seul truc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la rétrocession des espaces publics, c'est qu'à partir du moment où on aura rétrocédé, s'ils ne sont pas conformes à ce qui était prévu dans le permis d'aménager, vous imaginez bien que le promoteur ne donnera pas de suite à nos demandes. Donc on attend qu'il ait fait l'intégralité des travaux qu'il doit pour rétrocéder. Ça a un inconvénient, c'est qu'effectivement, quand vous faites des lotissements comme ça, il y a toujours un séquestre pour éventuel surplus de travaux ou pour entretien de la voirie ou de l'éclairage public avant qu'il soit restitué à la commune, et qu'effectivement, plus on tarde, plus ça coûte de l'argent et moins vous récupérez cet argent-là. Mais cet argent-là est prévu en dépense au départ. Notre rôle à nous, il est de protéger la collectivité et d'obtenir de l'aménageur que ce qu'il a mis dans son permis d'aménager soit réalisé, sinon ça ne sert plus à rien de faire des permis d'aménager.
Ce même monsieur me pose la question pour terrain de football synthétique en me disant bonjour, j'ai voulu également donner ma personne pour le club de foot SSPO. Malheureusement, le fameux synthétique n'a toujours pas pu aboutir. Il me dit j'alerte car un grand nombre d'éducateurs diplômés ont quitté le club par manque de conditions et d'attractivité. Nous avons également des enfants qui sont partis dans le club le mieux structuré comme le Martin, le Tixon, le Saint-Tropez, etc. Donc il me demande quelles sont vos actions concrètes pour remédier à cela. Je vais lui répondre très clairement que effectivement les 2 premières années où le terrain de foot synthétique devait être fait en début de mandat, ce qui est parfaitement faisable et prévu, on a eu quelques soucis avec le Covid, donc c'est ce qui a fait un petit peu ralentir la chose, et qu'au moment où on l'a enclenché, on a un recours sur un endroit où on a un financement qui nous finance la moitié du terrain, ce qu'on avait toujours dit. Donc il faut s'adresser aux gens qui ont fait ce recours-là et attendre que celui-ci soit jugé par le tribunal. On va le faire. En 2019, quoi qu'il arrive, je financerai le terrain de synthétique juste avant les élections. Vous vous souvenez, 6 mois avant. Je vous invite à regarder ce conseil municipal où il disait quoi qu'il arrive, je financerai. Vous aviez prévu la crise Covid? Vous étiez devant? Non? Non plus. On a créé le candidature qui nous dit au but de l'enclencher. Vous faites partie des gens qui ont fait le recours, alors vous n'habitez même pas à côté, donc épargnez-nous vos sargasmes. Donc, Grégory Cadion, de la planchette qui me dit serait-il possible de refaire la boîte aux lettres de Vivaldi? Elle est très technique. Effectivement, elle fait partie des 3 premières boîtes aux lettres boîtes à livres, qui avaient été installées. Et il est donc prévu effectivement de les refaire. La demande de travaux a déjà été envoyée au service technique suite à la question. Voilà, les questions publiques sont terminées. Je vais donc lever la séance du conseil.